température. Bonsoir mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Tête à tête donc entre les présidents Ismaël Omar Guelleh et Omar Hassan Ahmed al-Bashir durant donc le sommet d'un jour qui s'est tenu à Khartoum. Et le gouvernement djiboutien condamne les violences et prend des mesures de protection et de rapatriement des vacanciers donc à Deridawa. Et en Indonésie, au moins 98 morts dans le séisme et 2000 touristes ont été évacués. Voilà pour le sommaire, merci à vous de nous rejoindre. Durant sa participation au sommet extraordinaire d'un jour de l'IGAD à Khartoum, dédié à une cérémonie de signature d'un accord de paix inter-sud-soudanais, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue soudanais, Omar Hassan al-Bashir. Les deux chefs d'État ont abordé l'excellence des relations entre Djibouti et le Soudan, et le président djiboutien a félicité son homologue soudanais pour ses efforts et son rôle pour la réconciliation entre les parties sud-soudanaises. La participation du président Guelleh à cette cérémonie a essentiellement été marquée par une allocution, donc il fut à la tribune de cet événement, et la réalisation donc de l'accord de paix intersoudanais paraphé donc hier à Khartoum par l'ensemble des forces politiques et militaires opposées dans ce pays est le fruit d'un important processus de conciliation diligenté par l'IGAD, notre organisation régionale. Et la capitale soudanaise Khartoum a accueilli donc hier une importante réunion qui a pour objectif la signature d'accords entre les belligérants du Sud-Soudan, Salva Kiir et Riek Machar, pour un partage du pouvoir et le retour de la paix dans ce pays meurtri par la guerre civile. La réunion préparée par l'IGAD a regroupé plusieurs chefs d'État de la région, dont le président soudanais Omar Hassan al-Bashir, qui maîtrise bien le dossier Sud-Soudan puisque ce pays faisait partie du Soudan avant son indépendance survenue en 2011, et le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh qui milite activement pour la paix dans la région de la Corne d'Afrique. Et d'après les autorités soudanaises, le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, enfoncés dans une guerre civile, sont déterminés donc à trouver un terrain d'entente par la signature d'un accord. Les deux principaux rivaux sud-soudanais s'étaient déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Cette même volonté a été réaffirmée lors des pourparlers de paix organisés le 7 juillet dernier à Kampala en Ouganda. À cette occasion, ils avaient également accepté un accord de partage du pouvoir qui doit voir Riek Machar retrouver la vice-présidence du Soudan du Sud. Et durant ce sommet d'un jour, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé une importante allocution durant ce sommet devant ses pairs chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Il s'est exprimé en ces termes, je cite: « Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter le Premier ministre et président de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, Abiy Ahmed Ali, d'avoir convoqué ce sommet ainsi que son leadership. Permettez-moi également d'exprimer ma sincère reconnaissance et mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple soudanais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire qui ont été adressés à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée dans la belle ville de Khartoum. Je voudrais féliciter notre chère organisation régionale, l'IGAD, ce forum de revitalisation de haut niveau et la commission mixte de suivi et d'évaluation pour leur travail inlassable et leur dévouement. Monsieur le Président, lors de notre dernière réunion, nous avons chargé donc nos deux frères, Omar Hassan al-Bashir, président du Soudan, et Uhuru Kenyatta, président du Kenya, de poursuivre les pourparlers d'Addis Abeba et de mener le deuxième et troisième cycle. Des discussions en tête-à-tête entre le président Salva Kiir et le docteur Riek Machar Teni, et nous nous félicitons donc de l'excellent travail accompli par le président Omar Hassan al-Bashir et le président Uhuru Kenyatta. Grâce à leur sagesse et à leur expérience, et malgré des négociations difficiles, ils ont apporté des solutions au conflit le plus difficile de notre région. Nous félicitons également le président Salva Kiir et le docteur Riek Machar qui ont tous deux fait preuve de leadership politique et de compromis pour le bien de leur peuple. Ils ont en effet redoublé d'efforts pour parvenir à un accord historique que nous accueillons de tout cœur et une mise en œuvre rapide afin de mettre fin à la destruction et aux longues souffrances de nos frères et sœurs du Soudan du Sud. L'accord d'aujourd'hui constitue une avancée et un pas
en avant très important. L'accord d'aujourd'hui démontre que les deux parties ont définitivement choisi la paix plutôt que la guerre. Le peuple sud-soudanais, qui a souffert de terribles souffrances, nous surveille, espérant désespérément la fin de ce conflit fratricide. Nous exhortons donc nos frères à aller de l'avant afin de réaliser le plein potentiel de ce jeune pays frère et de participer au développement de notre région. Djibouti est prête à aider à rétablir la confiance afin de parvenir à la paix et à la prospérité pour le Sud et la région dans son ensemble. Je vous remercie tous pour votre très aimable attention. Fin de citation. Of our region. Djibouti stands ready to help restore trust and confidence in order to achieve peace and prosperity for the sake of Sudan, South Sudan, and the region as a whole. I thank you. Et cette cérémonie de signature des partis protagonistes sud-soudanais intervient après une série de négociations entamées en juin après le sommet extraordinaire de l'IGAD à Addis Abeba, donc, et a duré un mois au Soudan. A noter que Djibouti a nommé un émissaire à l'IGAD pour le dossier sud-soudanais. Il s'agit du docteur Ismaël Waïs, qui est parti donc de la commission de l'IGAD pour suivre les négociations sud-soudanaises. La réunion de Khartoum a permis de sceller une paix définitive au Soudan du Sud qui s'est enfoncée dans une guerre civile 2 ans après son indépendance, quand l'actuel président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Les Nations Unies estiment que les combats entre les deux camps ont fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et forcé des centaines de milliers de personnes à se réfugier au Soudan. Outre le dossier du Soudan, le président Guelleh a eu également un entretien avec son homologue soudanais. Les deux dirigeants partagent une vision commune pour le développement de leur pays, liés donc par des forts liens de coopération couvrant le domaine sanitaire, éducatif, judiciaire et bien sûr l'agriculture. Actualité nationale à présent, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin en fin de matinée une réunion interministérielle à la primature pour discuter de la situation des vacanciers djiboutiens victimes de violences dans la journée d'hier à Deridawa en Éthiopie. Plusieurs ministres ainsi que le secrétaire général de la présidence, les collaborateurs du Premier ministre, la maire de la ville de Djibouti et les principaux responsables de la sécurité ont participé à cette réunion. Le gouvernement donc a saisi les autorités éthiopiennes pour assurer la sécurité des Djiboutiens sur le sol éthiopien et ne ménage aucun effort pour venir en aide à nos ressortissants à Deridawa. Le gouvernement précise aussi que ces incidents isolés ne remettent pas en cause l'excellence des relations entre les deux pays. Elle met aussi en garde contre toute incitation à la haine sur le territoire national. Et à l'issue de la réunion interministérielle technique tenue donc aujourd'hui, présidée par le Premier ministre, le gouvernement djiboutien a fait le communiqué donc dont la teneur suit. Le gouvernement de la République de Djibouti condamne les violences perpétrées à l'encontre des estivants djiboutiens à Deridawa dans la journée d'hier. Suite à ces actes criminels, les autorités djiboutiennes ont déjà saisi les autorités éthiopiennes afin d'assurer la protection des Djiboutiens présents sur le territoire éthiopien. Djibouti précise donc que ces incidents isolés ne remettent pas en question l'excellence des relations entre les deux pays et qu'ils ne ménagent pas ses efforts pour assurer la sécurité des ressortissants djiboutiens en Éthiopie. La République de Djibouti met également en garde ses concitoyens contre toute incitation à la violence sur le territoire national. Le gouvernement djiboutien informe les Djiboutiens que les dispositions nécessaires ont été déjà prises afin de rapatrier toutes celles et ceux actuellement présents sur le territoire éthiopien souhaitant rentrer au pays. Le gouvernement djiboutien invite également ses ressortissants présents sur le territoire éthiopien à prendre donc contact avec l'attaché du consulat de Djibouti à Deridawa et notre ambassade à Addis Abeba. Et les services de sécurité djiboutienne dont la police nationale est en alerte pour préserver la sécurité sur le territoire national. Et dans une déclaration faite ce matin, le colonel Abdillahi Abdi, directeur général de la police nationale, a précisé que les éléments de la police nationale quadrillent la capitale et les régions de l'intérieur afin donc que les troubles survenus en Éthiopie ne débordent vers Djibouti. Le directeur général de la police nationale demande aussi la collaboration de la population djiboutienne, surtout des jeunes, avec les forces de sécurité pour éviter donc ces violences. Nous l'écoutons.
oo dadka martida ee la degan naftooda iyo hantidoodaba badbaadisa waxaan jecelahay dadka walaalaha reer Djibouti inaan uga digo dhibaatooyin inay geystaan oo ay isku dayaan inay ku dhaqaaqaan falal xun oo farfal xun oo dad aan dambi lahayn oo dambi geysan ay ku dhibaateeyaan waxaan ku jirnaa insha Allah laga bilaabo hawl ballaaran oon ku sugayna nabadda caasimadda meel kasta ahaatee dalka dhammaantiisana aan isku baahinayno waxaan uga dan leenahay in dhalinyarta khaas ahaan iyaga ka soo go'daya iyo la shukaansiya iyo shaydaan qaadiyaba isku dayaysa dadka walaalaheena ee la degan dalka inay dhibaateeyaan inay waxaas kale ka joogsadaan aanay ku dhaqaaqin ilaa imaka waa ilaahay mahadi wax dhibaato oo la taaban karo ma hayno dadkuna waa iska nabad ciidankuna meel kasta uu joogaa waxaan jecelnahay nabadaas inay sii warto ee adkaato dadkana saa ku badbaadino iyo adduunkooga wixii aad aragtiin ee khaladana amba aad u maraysiin inuu dhibaato keenayana waxaan jecelnahay inayna soo gaarsiiyo si aan si degdeg uga hortagno haddii balbala tahay haddii magaalada dhexdeeda tahay iyo jidaha hadday tahayba askartu waan ku baahinay meel kasta way joogtaa dadka waaweyn ee waalidka ana waxaan jecelnahay iyaguna hawshan nagala qayb galaan ay wixii dhalinyara isku daya waxaas kale inay ku dhaqaaqaan iyaguba ay ka hortagaan annaka ka hortaya warkana soo gaarsiiyaan annagoo meel kastoon joogno aan ka hawlgalno walaalayaal ilaahay nabad wax ka qaalisan oo la heli kara ma jirto qofka aan dambi lahayna in dambi u lahayn lagu dilo ilaahay ba kitaabkiisa ku yidhaa walaa taziru waasiratun wisra ukhra hadalka ilaahay wax ka weyn oon odhan karayna ma jirto dambi nin bini aadamka uu lahayn inaad ku dhibaataysid waa xaaraan waana khalad dawlad baan nahay ummad baan nahay karaamadeeda iyo sharafteeda sidata nabad ku nool nabadaana wax ka qaalisan oo heli karayna ma jirtay waxaan jeclahay nin kasta balku joogo inuu nabadaasi adkeeyo oo ilaaliyo annaguna aanu heegan. Et par ailleurs, les ressortissants étrangers vivant bénéficient de la protection des éléments de la police qui sont déployés dans chaque quartier de la capitale et du grand faubourg de Balbala. Le colonel Abdullahi Abdi a précisé que dès hier soir, la police nationale a pris en main la sécurité des ressortissants étrangers éthiopiens. Des points focaux de la police sont en place dans chaque quartier pour prévenir d'éventuelles violences à l'encontre des ressortissants étrangers éthiopiens. Ceux qui le demandent seront rapatriés vers leur pays et le colonel de la police nationale a conclu que les fauteurs de troubles seront maîtrisés pour garder donc une bonne image de notre pays. kuwa naga codsaday inay iska noqdaan gaadiid baan u shidnay ilaa xuduudan ku gaarsiinay magaalada gudaheega waxaan u kala soornay ilaa 16 aag kastana ugu talagalnay ciidankeyga iyo gurmadkeyga balbalaan saas leeg waxaan ka dhignay 12 kaas godon amba sector waxaan ugu talagalnayna ciidankeygii gurmadka ahaa intaa waxaan uga dan leenahay in aan ka hortagno wixii dhici lahaa waxaan ka jecelnahay xilliga wax dhacaan dabataga laga daba tagayo inaan ka gurno oo intii wax dhicin aan iska sii hordagno si wixii dhici lahaaba wax looga qabto waxaanan weliba aan ku adkayn oon ku celin dadka falalka noocaas kale ku dhaqaaqa inaan loo adkaysan karin lana deelin wixii xeerku dhigayna laga mari doono ilaa maanta wixii ku dhaqaaqay waan haynaa wixii kale isku dayana waxaan jecelnahay inay ogaato ay gartaan in la deelin meesha kasta galaan meel kasta tagaan in laga daba tagay ninkii ku dhaqaaqa fal xaq ka hor imanaya xeerka dad bini aadan oo dhibaato geysanna lagu dhibaateynayo markaasi
waxaan jeclahay walaalahay in waxaas kale lagu dhaqaaqin gartaan madaxooga geliyaan hadday ku dhaqaaqaana in waajibkay galayaan. Et suite à cet incident, le gouvernement djiboutien a affrété 2 avions de la compagnie Air Djibouti afin de rapatrier les ressortissants djiboutiens en vacances donc à Deridawa et désireux de rentrer au pays. Un premier avion transportant 109 ressortissants djiboutiens est arrivé ce soir à l'aéroport international de Djibouti et a été suivi également d'un autre appareil transportant 50 personnes. C'est au total 159 djiboutiens qui ont regagné donc la capitale ce soir. Il s'agit là donc d'un premier contingent désireux donc de rentrer au pays et qui ont fait également les démarches nécessaires auprès du consulat de Djibouti à Deridawa pour regagner donc Djibouti. Et concernant le pèlerinage pour cette année 2018, la compagnie aérienne Air Djibouti informe donc les pèlerins que le calendrier des vols de départ en direction de la Mecque se dérouleront comme suit. Le vol du 8 août 2018, premier départ à 10h05 du matin, second départ à 20h le soir et troisième départ à 22h10. Et pour le vol du 10 août 2018, premier départ à minuit 40, second départ à 6h30 du matin et troisième départ à 18h en début de soirée. Et concernant le vol du 11 août 2018, le premier départ aura lieu à 3h10 du matin, second départ à 5h30 du matin et le troisième départ à 17h de l'après-midi de la journée du 11 août prochain. Le service à la clientèle donc d'Air Djibouti se fera le plaisir de communiquer donc avec les pèlerins pour qu'ils viennent récupérer donc leurs billets au ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF. Et par ailleurs, Air Djibouti dispose également d'une succursale au sein du ministère pour répondre aux besoins des voyageurs. Dans l'actualité également, comme chaque année, le ministère de la Femme et de la Famille célèbre la journée internationale de la femme veuve. Les femmes veuves donc se trouvent parfois dans des situations de précarité. Elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et par le biais du ministère de la Femme et de la Famille, le gouvernement djiboutien célèbre cet événement depuis 2012. Depuis donc cette date, le ministère a célébré 4 journées internationales. Et en 2012 donc avec les veuves de Douméra, en 2015 avec les veuves du quartier Hayablé, en 2016 avec les veuves vivant avec un handicap dans la capitale et en 2017 avec les veuves du contingent Île Walal. En 2018, la journée internationale de la femme veuve a été consacrée aux veuves de 5 régions de l'intérieur. Et le ministère de la Femme et de la Famille a octroyé donc un don de cheptel à 25 femmes veuves. À travers cette initiative, le ministère de la Femme tient à participer au bien-être des veuves et contribuer à l'amélioration socio-économique des familles de ces veuves. Et le ministère, donc en collaboration avec l'UNFD, a remis à chaque veuve 2 chèvres et un bouc au total. Cet événement a permis de toucher 25 femmes veuves de 5 régions de l'intérieur et la remise de 75 caprins au total. Un atelier sur la vulgarisation de la loi portant statut de réfugié et ses 2 décrets d'application s'est ouvert hier au Sheraton Hotel. Cet atelier a été organisé par l'ONARS et l'ONG NRC, Norwegian Refugee Council, afin d'offrir donc un cadre d'information et d'échange sur la loi portant statut de réfugié et de ce décret d'application. Cet atelier a vu la participation du secrétaire exécutif de l'ONARS, du représentant du ACR, du représentant du NRC, de la représentante de l'UNICEF ainsi que de tous les partenaires
partenaires relevant des départements gouvernementaux. Une brève présentation de l'approche cadre d'action globale pour les réfugiés a été faite et Djibouti a honoré donc les engagements pris devant la communauté internationale lors de la tenue du sommet des leaders à New York en 2016 en engageant des réfugiés donc dans le système juridique national, initiative qui leur a permis d'accéder aux services sociaux de base en dispensant de l'éducation de qualité aux enfants donc réfugiés et en les intégrant dans les systèmes nationaux de santé. Écoutons pour plus de précision le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. Notre pays a toujours été à la pointe de la protection et la recherche de solutions durables en faveur de réfugiés. Pour rappel, lors de la tenue du sommet des leaders à New York en 2016, le président de la République et son Excellence Ismaïl Omar Guelleh avaient pris 3 engagements honorifiques devant la communauté internationale. Il s'agissait de la promulgation d'une nouvelle loi nationale sur les réfugiés, l'octroi aux enfants réfugiés à une éducation de qualité et enfin leur inclusion dans le système national de santé publique. Effectivement, notre gouvernement a honoré ses engagements en intégrant le réfugié dans le système juridique national, initiative qui leur permet d'accéder aux services sociaux de base en dispensant une éducation de qualité aux enfants réfugiés et en les intégrant dans les systèmes nationaux de santé. Le 5 janvier 2017, la loi nationale sur le réfugié a été promulguée et le 7 décembre de la même année, le président, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a signé le 2 décrets très attendus sur la mise en œuvre de cette loi. Le premier décret vise à renforcer les procédures d'éligibilité des réfugiés, tandis que les seconds garantir à chaque réfugié l'accès aux services socio-économiques vitaux tels que la santé, l'éducation ainsi qu'aux opportunités d'emploi. Et enfin, santé, pour clore l'actualité nationale, dans le souci d'améliorer la prise en charge des enfants diabétiques, l'hôpital Pelletier a élaboré un registre exclusivement dédié afin de faciliter le circuit et le suivi ambulatoire des jeunes patients dans des meilleures conditions et avec un encadrement psychologique propice. En effet, pour renforcer la prise en charge du diabète pédiatrique, le service de pédiatrie de l'hôpital Pelletier a organisé périodiquement des séances d'information et de sensibilisation dispensées par le docteur Abdelrahman Moumin sur d'éventuelles mesures introduites pour l'amélioration de la prise en charge du diabète pédiatrique. En effet, de nombreux parents et enfants ont assisté à cette séance d'information et sensibilisation pour écouter les explications et les conseils de leur pédiatre. L'hôpital Pelletier s'est également attelé à faciliter les démarches thérapeutiques en disposant d'un registre unique sur lequel les jeunes patients seront inscrits et qui améliorera leur suivi médical. Par ailleurs, tous les jeunes patients diabétiques vont bénéficier de la gratuité concernant leur prescription médicamenteuse, notamment en insuline, tout en indiquant que l'introduction des stylos injecteurs pour l'insuline constitue une innovation en matière de mode d'administration d'insuline pour les enfants diabétiques. Dr Abdelrahman invite donc les parents à les inscrire sur ce registre afin de profiter de nouvelles dispositions prises en leur faveur. Actualité internationale à présent. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors nous allons nous rendre en Indonésie où le nombre de victimes du séisme a encore une fois augmenté. Le bilan qui était à 91 morts s'est alourdi. À présent on annonce 98 décès et plus de 2000 touristes évacués. Et oui Ahmed, donc les équipes de secours indonésiennes ont évacué aujourd'hui plus de 2000 touristes des petites îles alentours proches de celles de Lombok où des sauveteurs étaient à la recherche de survivants au lendemain d'un puissant séisme qui a tué donc 98 Indonésiens. Le tremblement de terre de magnitude de 6,9 survenu hier soir à faible profondeur de 10 km a endommagé des milliers de bâtiments une semaine après un autre séisme qui avait coûté la vie à 17 autres personnes. Par ailleurs, les équipes de recherche et de secours ont réussi à secourir entre 2000 à 2700 donc touristes de gilets indonésiens et étrangers. Ils ont été évacués vers un port du nord de Lombok pour pouvoir rejoindre ensuite l'aéroport. Et ce devoir de mémoire, Fardous, 73e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima
au Japon. C'était durant la Seconde Guerre mondiale, un devoir d'histoire pour les Japonais. Oui, Ahmed, la cloche a retenti aujourd'hui, au jour du 73e anniversaire du premier bombardement atomique au monde, une cérémonie de commémoration marquée par un vibrant avertissement du maire sur le regard du nationalisme dans le monde. Le Premier ministre Shinzo Abe a adopté un ton moins tranché dans un discours, laissant une nouvelle fois apparaître les contradictions japonaises sur ce sujet des armes nucléaires. Le 6 août 1945, le ciel était clair quand à 8h15 heure locale, un bombardier B-29 américain baptisé Enola Gay larga sur la ville la bombe atomique Little Boy, provoquant le jour même et dans les semaines suivantes le décès de 140 000 personnes. 3 jours après la destruction d'Hiroshima, une deuxième bombe atomique, Fatman, a frappé la ville de Nagasaki. Le 15 août, les Japonais a annoncé sa capitulation qui ouvrait la voie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons parler donc sport pour clore cette édition, notamment tennis. Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, espère reconquérir l'Amérique du Nord. En effet, Ahmed, le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, entame dès demain à Toronto sa tournée nord-américaine avec en ligne de mire l'US Open où il est tenant du titre, mais Novak Djokovic ou Alexander Zverev en forme ont les armes pour empêcher sa reconquête. Avec le forfait de Roger Federer, le numéro 2 mondial de 36 ans, ayant décidé d'alléger son programme de préparation, il ratera aussi le Cincinnati. Nadal fait logiquement office de favori sur les bords du lac Ontario, mais fidèle à ses habitudes, l'Espagnol de 32 ans qui pourrait retrouver dès le 8e, le vainqueur de l'US Open 2016, retombé à la 195e place mondiale, a refusé de se projeter trop en avant. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.